La question du jour, l'année 2021 signe l'année de tous les records en matière de dépenses militaires à l'échelle mondiale. 2113 milliards de dollars dépensés, l'équivalent de 2,2% du PIB mondial, selon un rapport publié lundi. Comment expliquer ce niveau sans précédent des dépenses militaires? Que révèle-t-il surtout sur l'état du monde et les tensions géopolitiques? Bonjour Samuel Faure. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, comment expliquer ces niveaux de dépenses en 2021 dans un contexte, c'est important de le rappeler, où les troupes russes n'avaient pas encore envahi l'Ukraine? Oui, c'est très juste. 2100 milliards, en gros, c'est le PIB du Canada, 10e puissance Ouais. économique du monde. Donc, vous l'avez dit, c'est une somme qui est record, qui est très importante. Les raisons qui sont derrière ce montant, en fait, elles datent pas d'hier. En 2020, en 2019, en 2018, il y avait déjà une augmentation. Et en fait, quand on prend sur le temps relativement long, début du siècle, on voit qu'il y a une tendance constante à la hausse. Il y avait une exception il y a une dizaine d'années, à la suite de la grande récession, 2 années de légère diminution. On s'est demandé si ça serait une pause ou un déclin. Et finalement, on se rend compte que c'est reparti à la hausse. Vous l'avez dit, 2014, annexion de la Crimée, puis sur le sol européen, on a connu cette série d'attentats, d'attaques djihadistes, et puis évidemment, depuis quelques mois, il y a la guerre en Ukraine. Y a-t-il des tendances, je veux dire des lieux dans le monde, des régions où on dépense le plus? Oui, tout à fait. Et ça m'amène à une autre explication. C'est la Chine. C'est la montée en puissance militaire, stratégique, politique de la Chine, puisque la région qui a augmenté le plus ses dépenses, à nouveau ces 20 dernières années, eh bien, c'est en Asie, où vous avez maintenant des dépenses militaires qui sont supérieures aux dépenses sur le continent européen. Et évidemment, il y a les États-Unis qui restent le leader incontesté, puisque sur les 2100 milliards, les États-Unis dépensent 800, c'est-à-dire près de 40% de ces dépenses militaires mondiales. Mais oui, alors justement, pour évoquer la Chine, puisque vous en parliez, Samuel Faure, il y a cette information dans le canard enchaîné du jour, le volatile est généralement bien informé. Frénésie nucléaire à Pékin, la Chine voudrait quadrupler d'ici à 2030 le nombre de ses têtes nucléaires. Pourquoi? Oui, bon, c'est une hypothèse que je ne peux pas confirmer ou Non, infirmer ce matin. disons, si cette information se révélait exacte, pourquoi en tout cas cette volonté d'augmenter son arsenal nucléaire? Mais l'arme nucléaire, c'est évidemment l'arme la plus forte, la plus importante d'un point de vue stratégique. Et ça montre en fait que vous faites partie d'un club extrêmement restreint. La noblesse des États, si vous voulez, sur la scène internationale. Et ça renforce la position de la Chine comme d'une grande puissance qui fait jeu égal avec les États-Unis. Mais je vais vous poser une question naïve à cet égard. Le fait de pouvoir détruire la Terre plusieurs fois, est-ce important une fois, ça suffit a priori? Pourquoi avoir besoin de cette course aux armements? Parce que je crois que la France a environ 300 têtes nucléaires et cela suffit déjà pour faire de terribles dégâts. C'est un euphémisme évidemment. Alors pourquoi se lancer dans une surenchère sur le nucléaire? L'idée, c'est toujours celle de la dissuasion. C'est de dire, si j'ai X nombre de têtes nucléaires, alors non seulement vous n'allez pas m'attaquer, parce que vous allez risquer trop gros, et secondo, ça revient à ce que je vous disais précédemment, vous faites partie de ce club très restreint des États qui ont cette ressource militaire et qui permet de peser ensuite sur le jeu international et la table des négociations sur d'autres sujets, puisque vous êtes bien sûr membre, c'est le cas de la Chine comme de la France, membre du Conseil de sécurité à l'ONU, mais aussi vous pouvez peser sur d'autres conflits, dont celui actuel, dont la guerre en Ukraine. Évidemment, vous n'avez pas le même poids quand vous êtes la France, le Royaume-Uni ou la Chine avec une puissance nucléaire qu'un autre État européen sans cette ressource militaire. Alors, l'augmentation record, on l'a dit, hein, Samuel Faure, elle était antérieure à la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine va accélérer cette tendance. Qu'est-ce que ça pourrait donner?
La question, en tout cas pour les Européens, c'est est-ce que les Européens vont continuer à réaliser ces dépenses chacun de leur côté, ou est-ce qu'ils vont souhaiter, vouloir coordonner davantage ces dépenses, voire les mutualiser? En 2018 a été créé le FEDEF, cet acronyme qui symbolise le Fonds européen de défense, qui est un instrument financier dans les mains de la Commission européenne, et en particulier du commissaire français Thierry Breton, qui est en charge de la DG Défi et de l'industrie de la défense. Et vous savez, il y a eu cette série d'annonces de la part de l'Allemagne, un fonds spécial de 100 milliards de la part de la Suède ou du Danemark qui a dit on va augmenter à 2% de notre PIB, de la Pologne à 3% de notre PIB. Mais évidemment, c'est pas la même chose de mener cette course aux armements chacun de son côté ou de dire ok, on va le faire en commun, en particulier peut-être pour transférer des armements à un État ami, à un allié de fait qui est aujourd'hui dans la situation tragique que l'on connaît, l'Ukraine et ses forces armées. Mais est-ce qu'il y a une forme de mutualisation pour le commandement aussi à l'échelle européenne? Ou bien est-ce qu'il s'agit uniquement de coordonner, ce qui ne doit pas être évident, Samuel Faure, les armées européennes d'ores et déjà existantes avec les structures de commandement nationaux? Alors, le Fonds européen de défense, c'est pour la recherche et le développement de ces productions d'armement. Après, l'usage de ces armes, et donc les forces armées, c'est évidemment un autre enjeu. Et ce que l'on peut rappeler ce matin, c'est qu'au sein de l'Union européenne, la politique de défense, comme la politique étrangère d'ailleurs, est dirigée par une méthode dite intergouvernementale. C'est-à-dire que c'est les États membres, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc., qui dirigent et cette institution, le Conseil européen d'une part, et le Conseil des ministres de l'Union européenne, dont la France a la présidence jusqu'à la fin du mois de juin de cette année 2022. Donc les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises pour développer des forces armées et des opérations militaires à l'extérieur de l'Union européenne sous le drapeau étoilé sont prises par les États membres et la Commission européenne ou le Parlement européen n'a pas de compétences en la matière. Et est-ce que les choses pourraient être amenées à évoluer? Parce que on voit que la guerre en Ukraine fait vaciller les structures existantes. En tout cas, elle montre leur insuffisance. Des leçons pourraient-elles être tirées de ce triste épisode? C'est très complexe parce que la défense, comme la politique étrangère, c'est le cœur de la souveraineté nationale. Et évidemment, les États, même quand il y a un chef d'État considéré comme pro-européen, comme le président Macron, eh bien, ne va pas partager cette souveraineté et ses compétences de manière évidente. Donc, de par ce fait, il sera intéressant de voir ce qu'il sera discuté lors du prochain Conseil européen exceptionnel de la fin du mois de mai, où ces enjeux militaires seront discutés et qui poursuivront les échanges qu'il y a eu il y a un mois et demi maintenant à Versailles lors du précédent Conseil européen sur ces questions. Et puis alors, dernière chose, Samuel Faure, il faudra que cela soit relié d'une manière ou d'une autre également à la question de l'OTAN. C'est très juste. Il y a toujours cette articulation avec l'alliance militaire. L'une des grandes leçons stratégiques qui n'était pas une surprise pour les experts, mais qui l'était pour un certain nombre de responsables politiques, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, sur le territoire européen, il y a une seule alliance interétatique qui peut nous protéger d'une menace extérieure, comme la Russie de Vladimir Poutine, c'est l'alliance atlantique. Il va falloir articuler dans une perspective de complémentarité politique et stratégique, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, comme vous l'avez dit, avec les instruments, les outils de l'Union européenne. Merci Samuel Faure. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et on vous doit, avec ou sans l'Europe, le dilemme de la politique française d'armement aux éditions de l'Université de Bruxelles.